1768, après avoir rendu les îles Malouines aux Anglais et traversé le détroit de Magellan, Louis-Antoine de Bougainville, à bord de la Boudeuse et de l'Étoile, débouche dans l'océan Pacifique. Il suit les instructions de Louis XV. En traversant pour se rendre en Chine, le sieur Bougainville reconnaîtra dans l'océan Pacifique les côtes gisant entre les Indes et la côte occidentale de l'Amérique. Aussitôt que le sieur Bougainville aura atteint ces lieux inconnus, il aura soin de faire planter en différents endroits des poteaux et d'en dresser des actes de prise de possession au nom de Sa Majesté. 2 siècles et demi plus tard, Océan Alchimiste, le trimaran d'Olivier de Kersauzon et une équipe de télévision suivent la même route que le sieur de Bougainville, qui baptisa Archipel dangereux ces îles basses où il ne put planter le moindre poteau. Après être passé par le détroit de Magellan et avoir remonté la côte chilienne en suivant les canaux de Patagonie, Océan Alchimiste a fait une escale à Valparaiso avant d'entamer la traversée du plus grand océan du monde, l'océan Pacifique, 9 jours d'une traversée sans histoire. Première escale pour l'équipage, Mangareva, l'île principale de l'archipel des Tuamotu-Gambier. Un archipel immense, grand comme l'Europe. Océan Alchimiste approche du village de Rikitea, dominé par la cathédrale Saint-Michel, la plus grande église de Polynésie, construite sous la direction du père Laval, un missionnaire catholique qui pensait qu'il fallait occuper les habitants, car l'oisiveté, c'est bien connu, est la mère de tous les vices. Mais aujourd'hui, l'ambiance est tout sauf oisive. Océan Alchimiste arrive dans une ambiance particulière. Tous les habitants de l'île se sont donné rendez-vous près du quai, où la goélette décharge ses marchandises, bonbonnes d'eau potable, carburant, outils. Tous les 15 jours, c'est le même balai agité. Cette fébrile activité maritime ne pouvait que provoquer l'intérêt du capitaine d'Océan Alchimiste. Bonjour. C'est le métier que j'aurais voulu faire, moi. Hein? C'est le métier que j'aurais voulu faire, moi. Non, faire une goélette, ça, les atolls, ça. Visiblement, l'enthousiasme d'Olivier pour leur navire rouillé laisse l'équipage un peu perplexe, un peu réservé. Ces îles ont souvent été ignorées, parce que, à la limite, les navigateurs de Cook à la Pérouse, c'était classé archipel dangereux, c'est vrai. Parce que les Tuamotu, c'est traître, c'est difficile, c'est loin. Ce sont les points les plus isolés maritimement du monde. Donc c'est des mondes qui ont toujours été obligés de se suffire à eux-mêmes, à rien attendre vraiment de l'étranger. Les gens de l'île, c'est des gens et les gens des îles en général, c'est des gens qui attendent rien. L'amitié est assez dure avec les Iliens ont toujours été des gens volés. Les gens de passage venaient, ils s'attachaient, ils partaient, ne revenaient pas. C'est-à-dire que la première question qu'on te pose dans une île, toujours, c'est combien de temps tu restes. Combien de temps tu restes, ça veut dire combien de temps est-ce qu'on aura le temps d'être amis? Est-ce qu'on aura le temps de se voir qu'une fois et de ne pas se revoir? Est-ce qu'on aura le temps Est-ce que tu ne vas pas seulement juste venir un peu voler de notre ambiance et puis partir aussitôt, quoi. Donc je vois les Iliens ont ce côté aussi un peu fermé à cause de ça. C'est des gens dont le cœur a souvent été déçu parce que l'autre passait, il y a l'enchantement de la rencontre et après c'est l'oubli, quoi. L'oubli est parti dans d'autres îles, dans d'autres pays, dans d'autres mondes. La goélette largue ses amarres et continue sa tournée vers d'autres îles, d'autres atolls, où elle est attendue, sans doute, avec la même impatience.
Île pernicieuse, île du désappointement, archipel dangereux, les grandes expéditions de découverte ont reconnu ces terres, les ont vues de loin, s'en sont tenues soigneusement à l'écart. Il était impossible d'y accoster pour s'y ravitailler en eau potable et en produits frais. Pourtant, cela aurait soulagé les équipages épuisés par la traversée interminable de l'océan Pacifique. Océan Alchimiste s'élance à son tour vers ces atolls des Tuamotu où Bougainville ne pourra jamais débarquer. En quelques lignes, dans son journal de bord, il baptisa donc ces étranges bandes de sable protégées par le récif, l'archipel dangereux. L'approche d'un atoll à l'époque, maudit. D'abord, ce sont les îles qui sont à ras de l'eau, il n'y a pas de hauteur. Quand l'île a fait 3 ou 4 mètres au-dessus de l'océan maximum, avec les cocotiers, ça fait au maximum 20 mètres. Donc c'est les îles que tu vois à 5000. Et puis en plus, c'est une zone de fort courant. Et comme ce sont des récifs, c'est inabordable. Et on peut se faire jeter sur le récif assez vite. En panne de vent au vent du récif, la houle va t'emmener directement au récif. Et on ne peut pas non plus jeter l'ancre, vu qu'il y a les fonds passent de 300 mètres au récif, quoi. Très vite, en quelques 50 mètres. Donc, au moins parfois. Donc, c'est un archipel où la navigation n'a jamais été simple. Et heureusement que les bateaux n'allaient pas vite, parce que ça leur donnait le temps de réagir avant d'arriver directement sur l'obstacle. Qui est en train de décharger là-bas. Donc il n'y a pas de port, il y a du récif, quoi. Alors d'ici on la voit, elle est abritée derrière la pointe de récif qui déborde la partie nord-ouest de l'île. On va y jeter un œil. Ah ouais. Parce que là c'est le débarquement sportif parce qu'il n'y a pas de quai. Donc il est mouillé ou stationnaire. Et puis il y a les baleinières qui font le va-et-vient, quoi. Regarde ça. Il y a des jours où c'est pas trop dur, mais des jours où c'est compliqué. Là, ils sont adroits, hein. Ils sont bons les gars dans manœuvre et tout ça. C'est un régal de voir. C'est acrobatique, hein. Et c'est le quotidien ici sur ces bateaux-là. C'est pour ça que moi, ces marins polynésiens, là, c'est des manœuvriers assez hors pair quand même, parce qu'il faut connaître la mer, faut connaître les vagues, il faut choisir le moment pour passer, c'est avec des charges lourdes. Et si on se trompe, on va au tas. Vraiment, c'est pas pour l'exercice, quoi, hein. Ça peut blesser et tuer éventuellement. Des îles ici, si la golette ne vient pas, au bout de 3 semaines, ça commence à être la catastrophe, quoi. Et c'est des conditions de vie dures. Alors il y a aussi tous les Iliens, Tuamotu, les gens ont l'habitude de se passer les choses. C'est-à-dire que la privation n'est pas une nouveauté, c'est presque ancré dans les gènes. Les Polynésiens ont cet art de supporter plein de choses extrêmes avec une sérénité, un fatalisme, en même temps une grande intelligence de la vie, parce que les gens ne font pas un drame de choses qui ne valent pas la peine.
L'équipe de télévision revient vers le bord quand la VHF grésille. Il faut aller présenter tout de suite les papiers d'Océan Alchimiste aux autorités de l'île. Et adieu. Allez, bon voyage. Combien vous êtes maintenant ici quoi Combien d'habitants ici maintenant 400. Les visites sont rares, alors le contrôle des papiers c'était juste un prétexte pour rencontrer du monde et faire la promotion de l'atoll de Reao. Actuellement, c'est vrai qu'on a des difficultés de faire accoster le bateau directement au quai. Mais sinon, du moment qu'on reçoit toujours notre marchandise, on se contente de ce qu'on a. Et notre seule ressource ici, c'est le copra. On n'a pas d'autres ressources. Bon, si vous voulez, il y a la pêche, mais c'est plutôt pour nourrir les foyers, tout ça. Mais la seule ressource, c'est le copra. On est les meilleurs copraculteurs de la Polynésie. Ah, vous avez du copra là aussi? En compagnie de Jean-Jacques, néo-calédonien installé au Tuamotu, Loïc et Thévenard, journaliste, se rend au secteur. Le secteur, dans tous les atolls, c'est là où sont plantés les cocoteraies. On dit aller au secteur, comme on dit aller à l'usine. Mais dans les Tuamotu, pour aller à l'usine, il faut compter avec les patates de corail. Un peu à l'arrière. Voilà. On y va. Il n'y a pas moyen de passer là, Jean-Jacques, t'es obligé de finir à pied tout le temps là. Ouais. C'est marée haute, ça va, encore tu peux passer. Mais il faut pas que tu as le vent de travers. Ouais. Et il pousse alors. Là c'est marée basse là. Ouais, marée basse en plus. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de marée pratiquement ici, moi, Jean-Jacques. Si? Pas énormément, t'as 70-80. Ah ouais, quand même. Et c'est important pour la moteur. C'est bon? Ouais. Dès le milieu du 19e siècle, les missionnaires européens, anglais puis français, ont évangélisé à tour de bras les habitants des Tuamotu, les Paumotu, dont ils regrettaient l'indolence fort peu chrétienne. Ils ont aussi encouragé et développé les plantations de cocoteraies qui permettent de produire le copra. Le copra, c'est la pulpe de la noix de coco, mise à sécher, emballée, puis expédiée vers les usines de pressage de Tahiti. Tu veux en manger? Comme c'est dégueulasse aussi. Et on fait quoi avec ça? Le savon, le bonoï, tout ça. Notre copra, ça fait 2 mois qu'il est prêt. Voilà. Ouais. Il y a 3 sacs de moins. Le bateau il passe pas 100 et quelques kilos. On est perdant là. Comment ça se fait que le bateau n'arrive pas? Pourquoi il est en retard? Pour venir ici, c'est une dépense énorme pour lui. Il ne veut pas venir pour 1 tonne, 2 tonnes de copra. Il veut venir pour s'il y a 5, 6 tonnes de copra. Là, c'est rentable pour sa dépense. Mais normalement, il doit passer. Parce qu'ils ont des trucs à suivre, des règlements. Mais les amateurs, c'est les plus grands arnaqueurs. Les armateurs de bateaux? Ah oui, oui. C'est les mecs qui s'enrichissent sur les Paumotu. Quand ils font les îles, ils bandillent tout le monde ici. Hein. Mais tu peux rien dire. On n'a que ça. Et toute la vie des îles dépend des bateaux? Des bateaux. S'il n'y a pas le bateau, on n'a plus rien. Et oui, plus on attend et plus les sacs perdent du poids. Et comme ils sont payés au poids, Jean-Jacques a confié à Loïc quelques trucs de copraculteur. Plonger les sacs dans l'eau de mer ou les lester avec quelques cailloux, mais ne le répétez pas. Pas débarquer là-dessus. On n'est pas équipé pour ça. Dommage d'ailleurs. Je regrette, mais on n'a pas le matériel pour ça.
les atolls, ce sont d'anciens volcans en fait qui se sont dans lesquels la barrière de corail a commencé à pousser. Et ensuite, la montagne du volcan, le cône volcanique lui-même s'est enfoncé petit à petit au fur et à mesure que le corail poussait. D'accord. Et sur ces atolls-là, le cône volcanique a complètement disparu. Le journal de bord de M. Bougainville témoigne d'une grande frustration de ne pas pouvoir débarquer dans cet archipel. La mer brisait assez, au large, au nord et au sud, et une grosse lame qui battait toute la côte de l'Est nous défendait l'accès de l'île dans cette partie. Cependant, la verdure charmait nos yeux, et les cocotiers nous offraient partout leurs fruits et leur ombre sur un gazon émaillé de fleurs. Des milliers d'oiseaux voltigeaient autour du rivage et semblaient annoncer une côte poissonneuse. On soupirait après la descente, nous crûmes qu'elle serait plus facile dans la partie occidentale et nous suivîmes la côte à distance d'environ 2000. Partout, nous vîmes la mer brisée avec la même force, sans une seule anse, sans la moindre crique qui pût servir d'abri et rompre la lame. Perdant ainsi tout espoir de pouvoir y débarquer, à moins d'un risque évident de briser les bateaux, nous remettions le cap en route lorsqu'on cria qu'on voyait 2 ou 3 hommes accourir au bord de la mer. Oui, bonjour, ici Océan Alchimiste, Mike Yankee Juliette Foxtrot 4. Reçu, là, c'est un gars du village là, qui vous parle là. Eh ben bonjour, quelle belle journée. Bah, vous aussi. Ok, comment c'est les passes là? Les cannes, mais je sais pas si elle est assez large pour vous quoi. Ah, on fait que 13 mètres de large. Là, vous avez, ouais, je crois que vous pouvez rentrer parce que là, les grosses goélettes qui arrivent de Papette là, ils sont carrément à l'intérieur là. Eh ben c'est ce qu'on va essayer de faire très bientôt, alors, à tout de suite. Ok. On reste en veille 16. Ok. On voit rien, le soleil dans la gueule. Mieux vaut, elle n'est pas balisée, c'est mieux d'aller avec le Zodiac avant, jeter un œil. On a la lumière, on voit rien. Là, je ne sais pas s'il y a 1 mètre de fond ou rien, quoi. A priori, il faut rester au milieu. Un peu à gauche. Alana, on peut aller? Oui. Il n'y a pas d'eau? Si? Hein? Viens, comme ça, je vais vous montrer. Ok. Je vais vous montrer comment il faut aller, c'est mieux. Ok. Ok, c'est bon. Ok. On peut aller, pas pour moi. Ah, c'est bien. Oui. Bonjour. Olivier. Ça va? Ah ouais. Venez. Ça file quand même votre bateau là, on vous a vu ce matin. Oui. Ça file quand même. Hein. On est heureux de me connaître. Oui. Là, c'est le bon moment parce que le courant va bientôt sortir. Tout à l'heure, ça va y avoir. Un petit peu, ouais. Hein, il y a combien? Il y a 5 nœuds, 6 nœuds? Ouais, voilà. Ouais. Donc là, c'est bon. On Ouais. peut rentrer dedans si vous voulez. Avoir enfin trouvé une passe ne suffit pas. Il faut aussi que le courant soit favorable. Décidément, l'accès au lagon, ça se mérite. La passe, c'est ce qui permet de rentrer, de se mettre à l'abri et de ressortir. Alors, elles sont pas toutes faciles à pratiquer. Celle-là, elle est assez compliquée parce que dans la sortie, à sa sortie ou à son entrée, il y a un mur de coraux. C'est que elle a l'air droite, mais en fait, il faut la pratiquer presque en demi-cercle. Et puis, en plus, comme elle est étroite et petite, et que l'atoll est relativement grand, bien qu'il y ait 2 autres passes plus petites aussi, il y a du courant, il y a vite du courant fort dedans, quoi. C'est pas une passe très facile, c'est pas une passe... Mais c'est comme tous les passes, c'est très vivant, parce que c'est là que se fait l'échange entre le lagon et l'océan, donc
C'est à la sortie de la passe que les requins ils sont là, immobiles, la gueule ouverte à attendre. C'est dans la passe que les gros viennent. C'est par la passe que le poisson de lagon sort pour aller se reproduire. C'est pour ça que les pièges à poissons sont là, quoi. La passe, c'est le grand boulevard d'un endroit où il n'y a pas de route. Donc il y a énormément de choses qui se font par la passe. L'approvisionnement, l'eau fraîche rentre dans le lagon en grande partie. Par là aussi, l'eau que la tempête a surchargée en passant par-dessus le récif et qui est enfermée dans le lagon est évacuée par la passe aussi. Donc un coup d'œil sur une passe, tu sais ce qu'il y a dans le lagon, quoi. L'intérieur, le lagon, et l'extérieur, l'océan, communiquent aussi par des petits chenaux, les roas. Là, on est pratiquement, Olivier, entre deux mondes. D'un côté, c'est l'océan et de l'autre, c'est le lagon, quoi. On est à un passage, on voit la mer brisée là-bas, l'eau qui coule du récif et le lagon et un morceau de la terre, entre guillemets, a disparu entre les deux. On voit de l'eau qui tombe un peu en cascade du récif là-bas. Là, on passe sur une partie noire, l'océan, là, dur, de corail mort, et ça, c'est pas du tout riant, cette côte, là, cette partie de la côte. Là, les blocs de corail ne sont pas venus tout seuls. Hein, quand il y a du mauvais temps, la mer casse le récif mort. On peut trouver des blocs de corail de 20 mètres de long. C'est une puissance incroyable dans l'océan. Ça, c'est en fait le squelette de l'animal. Oui, c'est le squelette de l'animal, c'est ce qui reste du corail mort. Et heureusement, dehors là-bas, le corail vivant s'est mis sur le corail mort, et dedans là-bas, là où ça brise, là c'est du corail vivant, c'est du récif vivant, là c'est du papa, comme on dit. C'est sur cette étroite bande de corail mort que poussent, comme dans tous les atolls, des cultures de l'atoll Amanu. Le copra, bien sûr, mais aussi les arbres anoni, la pomme chien, dont le jus aurait des vertus médicinales contre le vieillissement et la goutte. Le journal du capitaine Cook rapporte l'usage qu'en font les Polynésiens pour se soigner. Il rapporte aussi l'importance cruciale de la moindre goutte d'eau tombée du ciel sur ces sols arides. Toi, moto dans le mauvais temps, c'est comme si tu étais embarqué sur le pont d'un cargo par mauvais temps, parce qu'on est au ras de l'eau. Les sommets culminants des atolls comme ici, c'est 4 mètres ou 3 mètres 50 au-dessus de l'eau. Et quand il y a du très mauvais temps et qu'il y a des vagues qui viennent déferler, qui font 5-6 mètres, l'atoll peut être inondé. Les découvreurs, en fait, avaient perçu très vite ce qu'était cette forme des îles. Donc ces morceaux de terre n'ont intéressé personne, il n'y avait rien à y prendre. Dans le fond, c'était un obstacle à la navigation qui était contourné. Cette partie du monde n'intéressait économiquement à peu près personne. Il n'y avait rien qui puisse intéresser les Européens de l'époque en quête d'un nouveau monde. L'archipel dangereux, il n'y avait rien à y prendre, il n'y avait pas d'or à découvrir, il n'y avait pas d'inca à piller, il n'y avait pas d'épices, il n'y avait rien à piller ici. En Polynésie, tout ce qu'il y a à apprendre, Dieu sait ce qu'il y a à apprendre dans le décor. C'est des choses qu'on ne peut pas emmener. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qu'on ne peut pas emporter, c'est par exemple le plaisir simple et quotidien de piquer une tête avec les copains après les cours dans la petite école de Taenga. 44 habitants lors du passage d'Océan Alchimiste. Ce qu'on ne peut pas emporter non plus, c'est le plaisir d'aller relever les pièges à poissons, une astucieuse spécialité polynésienne. Le parc à poissons, c'est une sorte de garde-manger naturel. Pas de problème de fraîcheur, mais parfois, un glouton s'invite, comme un renard dans un poulailler.
Avant que tu entres dans ton parc à poissons, il faut bien regarder s'il n'y a pas de requins qui se promènent au fond, quoi. Parce que le système qu'on a, tous les poissons ils rentrent. Les requins, les petits, les gros, ça rentre. Et on a viré ce requin comme a priori, premièrement, ce requin c'est parmi les plus dangereux qui sont ici à Tuamotu, qui est le requin gris. On l'a viré et pour ne pas qu'il mange les poissons qui sont là-dedans, qu'il casse le parc à poissons. Et c'est très dangereux de le laisser dedans. Le principe du parc à poissons, c'est de piéger des poissons qui viennent du large. Hein. Quand les poissons ils entrent dans la passe, ils ont tendance à chercher là où il y a moins de courant. Avec le courant sortant, ils se rapprochent là où il n'y a pas de courant, quoi. Et nous, avec notre parc à poissons, on installe vers l'entrée de la passe et après on prolonge, nous on appelle les bras. Hein. On prolonge comme ça quand les poissons ils viennent ici, après ils vont suivre le bras et après ils rentrent dans le parc à poissons. Et voilà, 20 kilos de poissons d'un coup qui seront préparés à la tahitienne, crus, avec du lait de coco et du citron vert. Cette méthode de pêche efficace, écologique avant l'heure, s'est transmise de père en fils. C'est un des piliers de l'identité maritime des Paumotu. Voilà le type de parc à poissons ancien temps, hein, que nos grands-pères, grands-parents ont construit. C'est que des cailloux que les vieux ont creusés dans les patates de coraux. Là. Les poissons qu'on attrape dedans, c'est pour vendre à la population, sinon pour manger et sinon pour exporter à la famille au Tuamotu. Parce qu'avant, ici à Tainga, il y a du poisson, il y a beaucoup de poissons. Mais ce qui nous manque, c'est un moyen de transport pour amener le poisson, pour essayer de commercialiser à Tahiti. Mais c'est ça qui c'est un peu chagriné pour nous. Ce qu'on fait maintenant, on essaie de faire un petit parc à poissons. C'est pour vivre, pour manger. C'est une vie intense, un lagon. C'est une vie, les abords du Nil, c'est une vie intense entre chassés et chasseurs, entre le lieu de reproduction, lieu d'échange, lieu de nourriture. Ça fait une vie grouillante. Et il y a des moments où si on avait dans l'air autant d'oiseaux qu'on a de poissons dans l'eau, on pourrait même pas circuler. La densité est colossale. La variété aussi. L'atoll, c'est juste une petite boutonnière dans un immense océan, c'est tout. C'est le monde de la mer, c'est un monde maritime par excellence. Océan Alchimiste approche de Tetamanu, une des deux passes qui permet de rentrer dans les eaux calmes de l'atoll de Fakarava. Il faut pénétrer avec prudence dans le chenal défendu par les vagues qui déferlent sur le récif. Le décor paradisiaque cache quelques dangers. Le plateau là-bas et le récif, il est à presque un demi. Ici, on navigue au millimètre près. À gauche, on a 1,80 m. Ça tient pas compte de la hauteur des marées. Hein. Oui, mais on va passer assez près de la bouée, de la balise verte. Là. Et voilà, Océan Alchimiste est passé, il ne reste plus qu'à mouiller l'ancre, enfin, à quelques mètres du rivage. Loïc a rendez-vous avec Manihi et Taïla, qui ont réussi à bâtir de toutes pièces une sorte de havre de paix, ombragé et presque frais, dans cet espace aride de cailloux et de corail.
Difficile à imaginer, et pourtant. On n'arrive pas à imaginer Manilly qu'il n'y avait rien. C'est ça qui est vraiment très étonnant. Ouais. C'est 25 ans tout ça. 25 ans de travail, de patience. Ouais. Et pourtant, tout est possible, comme tu peux le constater. Hein. Il suffit de faire un trou, de mettre un petit arbuste comme ça à partir d'un sachet plastique, et après on s'accroche. Ça pousse pas à vue d'œil. Il faut de la patience. Hein. Dis-moi, Tilal, ça a été un boulot de fou. Ça a été un travail de folie pour installer tout ça ici, pour fabriquer un motu de toutes pièces, non? Ah oui, ça a été dur au début, mais comme il fallait plutôt voir le résultat, c'est ça qui nous a plutôt motivés d'aller de l'avant. Ouais. Parce qu'il a fallu tout construire intégralement, Oui, il n'y avait rien. Oui, tout. Il n'y avait rien, c'était un site sec, et puis il n'y avait que des cailloux, c'était une colline un motu de cailloux. Alors, d'après les ancêtres, les vieux, parce qu'avant qu'on vienne s'installer ici, on s'est renseigné avec les vieux et ils nous disaient que ce motu-ci, on n'appelle pas motu parce qu'il n'existait pas sur la carte de Fakarava. Alors, on appelle ça en motu le tahuna. Alors, les tahuna sont des sortes de platiers de corail ou... Exactement. Où il y a les oiseaux qu'on appelle karinga qui viennent se poser. Au début, quand on était venu, on est venu comme ça à l'aventure. Sans ça, moi, je ne savais pas où j'allais poser mes pieds. Bon, je connais bien, on dit les archipels de Tomutu, ok, mais Fakarava, où c'est, comment c'est la vie, les gens. Parce que toi, ta famille est de Papeete. Oui, ma famille est de Papeete. Celle de Manilly est plutôt d'ici. La famille de Manilly, la grand-mère, elle est originaire d'ici. Mais c'est grâce à la grand-mère qui nous disait avant, quand on était jeunes, elle disait, les enfants, vous allez aller à Fakarava un jour, parce que grand-mère, elle a des terrains là-bas. Et puis nous, on disait, mais grand-mère, ça va, c'est bon, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? On n'a pas de place là-bas, c'est bon. Mais aujourd'hui, nous, on a toujours cette grand-mère dans nos pensées, parce que grâce à elle, on est ici sur ces terrains. Et maintenant, vous êtes sur les cartes? Oui. Ça y est, maintenant c'est sur la carte. On est sur la carte. Et sur la carte, on dit la maison rouge. Juste là-dessous, il y a quand même 25 000 litres d'eau. Ah, c'est une citerne? C'est une cuve qui fait toute cette surface. Parce qu'il n'y avait pas d'eau sur le motu, il fallait tout. Crois-moi, quand il pleut, on est bien content. Ça tombe sur la toiture, j'ai des gouttières qui récoltent l'eau et ça va là-dedans. Et à l'aide effectivement d'une pompe, je fais passer cette eau dans une autre cuve qui se situe à l'arrière, qui est lui en hauteur, qui fait 20 000 litres d'eau aussi bien, ce qui fait déjà 45. Et avec la pression, le phénomène de gravité, hop, ça va partout. Mais alors dis-moi, vous avez de l'eau, mais celle du ciel, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas... Si. Ah si, quand même. On a quand même le soleil qui remplit les batteries par le biais des panneaux solaires. Ah d'accord. Ah ouais, tout à fait. C'est un plan très écolo alors. Il y a la télévision, il y a l'internet, il y a le téléphone. Si effectivement l'esprit est occupé à faire des choses, on ne se sent pas vraiment isolé que ça. Il y a la nature aussi qui a fait ces choses, attention, parce que les arbres que tu vois là, ils étaient comme ça au départ, il y a 24 ans de ça. Et je disais donc tout à l'heure qu'il fallait creuser un petit trou et mettre ça dans la terre. Après la nature fait le reste des choses. Mais nous, en tant qu'êtres humains, parce que le temps nous est précieux, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe? Ça ne pousse pas à vue d'œil un arbre. Alors on s'est dit, waouh! Est-ce qu'on a fait le mauvais choix 2 ans, 3 ans plus tard? Parce que 2 ans plus tard, ça pousse petit à petit. On se dit, putain, on se casse, on va ailleurs. Et il faut s'accrocher, il faut vraiment croire à ce qu'on veut faire. C'est la passion, n'est-ce pas? Il faut être passionné pour quelque chose. Et il s'avère tout simplement qu'on s'accroche, les années passent, les arbres poussent. On se dit, putain, ben voilà, pourquoi pas continuer?
Ces oiseaux que nourrit le capitaine annoncent l'approche de l'île d'Apataki, où Loïc est attendu. Mais chemin faisant, Océan Alchimiste croise à nouveau la route d'une de ces goélettes qui sillonnent les archipels de Polynésie. Celle-ci est un peu particulière. En effet, Jean-Charles, un des marins du bord, y a été second pendant quelques années et se réjouit de retrouver le capitaine. Tout juste amarrés au quai et sans perdre une minute, les marins mettent les barges de débarquement à l'eau. Il ne faut que quelques glissades et quelques instants aux marins polynésiens pour charger à bord de gros engins de chantier qui doivent être livrés dans une autre île. Leur décontraction dans le travail cache en réalité une habileté redoutable qui fait ressembler cette pelleteuse à un jouet d'enfant. Sur les quais, on peut faire le compte des colis précieux que la goélette a débarqués, comme les bidons de gasoil pour la centrale électrique qui fournit le courant à toute l'île. Après une nuit au mouillage, dans ce décor presque trop beau pour être vrai, Loïc va débarquer, il a rendez-vous. Allez. Et Loïc se dépêche car il ne faudrait pas manquer la rentrée des classes. Tu vas tomber. Et comme dans toutes les écoles du monde, les enfants chahutent avant de se mettre en rang. Mais ici, Marlène, l'institutrice, a une manière bien à elle pour les calmer avant les leçons. Vous allez m'aider? Oui. À reconstituer le mot et ensuite où je le colle sur mon front. Dans les cases vides. Outre ses talents de chanteuse et d'institutrice, Marlène cultive un autre jardin secret. Un jardin secret qui la relie à la culture de ses ancêtres. Et la danse a vraiment une fonction très particulière à Tahiti, c'est vraiment un rôle spécial. C'est même pas un rôle, c'est plus qu'un rôle, ouais. C'est notre culture d'abord et c'est un moyen d'expression et d'évasion. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, quand je danse, je rêve, je plane, je vole. Je suis toute seule au monde. Mais tu es danseuse au départ? Nous, on t'a vu en institutrice tout à l'heure. Tu es danseuse aussi? Ben, je pense qu'avant d'être institutrice, je suis danseuse. Cette petite chose qui, pendant 5 minutes, on a envie de la partager, de la donner, sans attendre rien en retour. Juste histoire de prendre du plaisir et de faire partager son plaisir. Tyrone qui se cache à la cuisine. Allô, monsieur Tyrone? C'est la danseuse qui t'a séduit? Ben, au départ, non, je ne la connaissais pas en tant que danseuse. Mais danseuse en boîte de nuit, oui. Ah, mais c'est du bricolage en plus. C'est hein, du c'est bricolage, pas rien, j'ai une grosse aiguille. Ah là j'ai du là. mal à l'enfoncer, alors imagine le travail fini. Ça tient, bébé? Tu veux une tiare? Hiva, ote, porara.
donne un exemple. Hein? Le ciel, le vent. D'accord. Le ciel et le vent. Alors, par exemple, l'amour, là, les bras viennent au niveau du cœur. D'accord. La maternité, l'enfantement, et que je suis là. Je berce ici, à mon niveau, l'enfant, et au niveau de mon ventre, j'enfante. Ces gestes-là, je les ai appris dans des écoles de danse, en dansant avec des professionnels dans un groupe. C'est tout un art, c'est un C'est tout un apprentissage art. qui est très long. C'est un apprentissage qui est très très long parce que tu as des chorégraphies que tu apprends et au final, ce qui devient intéressant, c'est quand tu crées, quand tu improvises et qu'au final, tu te laisses porter par la chanson et c'est la chanson qui te tire vers elle. Et c'est elle qui naturellement et de manière tout à fait spontanée va faire que le geste apparaît. Marlène, l'institutrice, danseuse d'Apataki, est mariée à Tyrone Tapou. Tyrone Tapou est le petit-fils de Jean Tapou, une légende pour les Polynésiens, car il a été sacré champion du monde de chasse sous-marine à Cuba en 1966. Tyrone va démontrer à Loïc qu'il a hérité des qualités exceptionnelles d'apnéiste de son grand-père. Et ces qualités, Tyrone ne les a pas mises au service de la chasse au plus gros mérou. Sa cible à lui, c'est un mollusque qu'il retient en cage au centre de l'atoll. Un mollusque au nom savant, la Pinctada margaritifera, la nacre, qui produit les fameuses perles noires de Tahiti. Alors là, Tyrone, elles sont prêtes à greffer, celles-là, c'est ça? Voilà, une fois que les nacres ont atteint la taille greffable, on les redétroque encore de la corde et on les greffe. D'accord. Comment tu le choisis, Tyrone, ton greffon? En regardant là, il y a des couleurs, la couche nacrée qui a été sécrétée par l'animal. Et donc, suivant les couleurs qu'on voit sur le bord, on peut définir si la qualité de couleur est bonne ou pas. Regarde par exemple celle-ci. Elle a une très belle couleur. D'accord. Et aussi l'Orient. L'Orient, c'est cette espèce d'arc-en-ciel Voilà. irisé. Non, Là, l'Orient, c'est le lustre. Ah, il y a un lustre. Alors que là, il y a un léger lustre, mais pas de couleur. Alors que là, il y a la couleur, mais il y a aussi le lustre. D'accord. Et ça joue. C'est exactement la couleur que la perle voulait avoir. D'accord. Donc le choix se fait comme ça. Quelquefois, on peut avoir à tuer plusieurs dizaines de nacres avant d'en trouver une qui serait idéale pour l'utilisation du griffon. Où est-ce que tu as appris tout ça, Tyrone? Avec des techniciens japonais avec qui on travaillait avant. C'est un art difficile? Quand même, c'est assez difficile. Pratiquement en parlant, c'est assez difficile. Et puis surtout, il faut comprendre ce que tu fais.
Parce que chaque chose a une signification, chaque partie où tu prends est bien définie. Il y a la lèvre noire qui normalement sécrète cette partie noire de la coquille. Ensuite, il y a une bande blanche qui est entre le noir et le jaune qui est là. Et normalement, cette bande blanche-là représente la bande de couleur. D'accord. Et plus bas, ce qu'il y a ici, c'est ce qui est en bas. D'accord, donc toi tu cherches la bande du milieu. Voilà, le greffon est prêt. Maintenant, on passe sur la table de greffe. C'est quand même assez traumatisant pour cette pauvre huître. Oui, quand même, il y a un gros choc de stress. D'abord déjà le transfert du câble à ici, ensuite la préparation et maintenant post-opératoire, il faut, comme tu vois, à l'incision, on met le morceau de griffon et le nucléus. Donc, et tout ça, on essaie pendant l'opération, on essaie de le faire assez vite. D'accord. Pour ne pas trop lui faire mal et que ça dure trop longtemps. D'accord. Là, les nacres viennent d'être greffées. On va les ramener sur le câble et vont rester comme ça jusqu'à la récolte dans 1 an. Et quand tu ouvres l'huître, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas trouver? C'est toujours de la magie et un mystère, toujours. Une récolte, on ne sait jamais d'avance quelle perle va en sortir de chaque nacre. Chaque nacre qui est récoltée a toujours son côté mystérieux. C'est une naissance quelque part. La voilà donc, cette mythique perle noire qui fit rêver, dit-on, Cléopâtre et la reine de Saba, et qui participe aujourd'hui au charme mystérieux et envoûtant de ces atolls perdus au bout du monde. Ces îles vous prennent la tête, le cœur et l'esprit surtout. C'est-à-dire que les silences de la nature, de tous ces atolls là, font tellement de bruit qu'on n'y entend pas le reste du monde, dans le sens que ce qui se passe ailleurs n'existe plus. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a là. C'est très... il y a là et il y a l'instant. C'est en ça que la vie en Polynésie est aussi psychologiquement, je trouve intéressant, parce que c'est en parenthèse du reste du monde. Un site qui est au milieu de l'océan est 2 fois plus heureux, quoi. S'il a la chance d'être aussi beau qu'ici. Si Monsieur de Bougainville, en route pour Tahiti, avait pu s'arrêter dans cet archipel qu'il nomma dangereux, peut-être aurait-il pu noter dans son journal de bord ce qu'écrivit Robert Louis Stevenson un siècle plus tard. « Ces îles sont faites de la matière dont on fait les songes.